notre troisième conférence, on va laisser la place à Manuel Bedouet, auteur de, et attention, j'y arrive jamais, Sur les frontières et Aux marches du pouvoir. Yay! Et puis, qui participe surtout au... J'ai fait Summer Camp aussi. Alors je pense que tout le monde l'oublie tout le temps, alors que c'est mon préféré. Donc il faut que tout le monde teste Summer Camp. Et puis qui fait les podcasts Ludologie, merci. On parle de jeux. Où on parle de jeux. Merci beaucoup de l'accueillir chaleureusement. Alors, on va commencer tout de suite par éviter les reverbs. Et surtout, vous allez vous rapprocher un petit peu parce que j'ai pas mal de documents à faire circuler et vous allez galérer si vous êtes tout au fond comme ça. Donc je vous invite à vous serrer un peu. Ce sera plus chaleureux, mais pas non plus nombreux. Et puis comme ça, vous pouvez regarder des jeux parce que là j'ai une bibliothèque entière quand même à vous faire circuler. Non mais allez-y, je regarde si c'est dans le camp. Juste voilà. Pas se mettre ici là-devant, sinon on est dans le champ de la caméra. C'est ça, rapprochez-vous un peu et puis je lancerai des feux. Du coup... Mais asseyez-vous quand même et puis on va voir. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouais, là c'est bon. Donc Audrey, t'es la dernière là. Et puis de l'autre côté, il y a peut-être une place à gauche, ouais. C'est bon. Vous passerez les jeux. Il y a de la place là, ouais. Les deux places sont là-bas, c'est bon. Ouais. N'empêche que comme ça, quand même, vous êtes plus près les uns des autres maintenant, c'est pas mal. Ah, tu dis ce genre de conférencier. Rapprochez-vous les uns des autres et devenez une belle communauté. Souvenez-vous votre voisin de droite et demandez-lui une anecdote personnelle sur sa vie. C'est bon pour tout le monde? Super. Alors, aujourd'hui, on va parler de Jeu en une page, pas que vous allez voir, mais notamment de Jeu en une page, qui est un sujet auquel je m'intéresse depuis quelques mois. Alors, Audrey m'a déjà présenté, mais bon, j'en remets une couche pour les gens derrière la caméra. Je m'appelle Manuel, bonjour. J'ai fait des jeux de rôle, je fais du jeu de société, je fais un peu de jeux vidéo aussi, de l'école, quoi. Et je fais un podcast où on parle de tout ça. On parle de jeu et du jeu comme un objet social et culturel. Voilà. Pour faire un peu très universitaire, on discute avec des architectes, comment ils utilisent des FPS pour réfléchir à leur architecture, des trucs un peu rigolos. Je vous recommande, on a fait une soixantaine de numéros, c'est un peu bien. Je vous parle de Jeu en une page parce que l'été dernier, j'ai fait une découverte. J'ai redécouvert des trucs, en tout cas j'ai découvert un auteur qui s'appelle Grant Howitt, qui est un auteur anglais, qui a monté depuis environ 1 an maintenant un Patreon où il sort un jeu chaque mois. C'est pas mal quand même pour un auteur de jeu de rôle de sortir un jeu chaque mois. Par Grumpf en France, personne n'arrive à le faire. Lui, la petite spécificité, c'est que ces jeux font une seule page. Donc tout de suite, c'est quand même plus accessible en termes de volumétrie. Et puis, ils ont quand même un format un peu particulier. C'est des jeux qui sont écrits à la main, souvent avec des petits dessins dedans. Il va travailler des sujets complètement bizarres. Moi, le premier que j'ai lu, c'est un jeu qui s'appelle The Witch is Dead, où on joue des mignons d'animaux de la forêt, les familiers de la sorcière, sauf que la sorcière s'est fait tuer par un chasseur de sorcières, et que donc les animaux se sont fixés comme objectif d'aller arracher les yeux du chasseur de sorcières pour pouvoir faire un rituel et ramener la sorcière à la vie. Donc on joue un petit renard qui va aller massacrer les gens, par exemple. Et il en a fait plein d'autres très très bizarres comme ça. Vraiment, il y a des trucs étranges. Avec une écriture qui est en plus assez punchy, assez accrocheuse, donc ça c'est assez agréable à lire. Puis comme c'est court, contrairement à beaucoup d'autres jeux, en plus c'est vite. Je vais vous en faire passer quelques-uns. J'espère que vous parlez anglais, parce que c'est tout en anglais, évidemment. Voilà, là on est sorti. Voilà. Là, ouais, il y a une quinzaine de jeux. Ça ne pèse pas trop lourd, c'est l'avantage. Je commence par ici, et puis vous voyez où j'en fais moitié-moitié, un truc comme ça. Tac. Là, ils sont tous différents, il n'y a pas de nouveau. Donc voilà pour Grant Howitt. Et donc les jeux sont disponibles grosso modo gratuitement, c'est-à-dire qu'il les met en... Enfin, les gens peuvent payer sur le Patreon pour avoir des versions papier ou pour les avoir un peu plus tôt, mais une fois qu'il les a distribués pour les souscripteurs, 15 jours plus tard, les jeux sont mis à disposition de tout le monde. Voilà un peu le bonhomme. Ça m'a amené à me poser la question du format court en jeu de rôle et de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, de qu'est-ce que c'était. Je me suis du coup replongé un peu dans mes archives rôlistes pour refouiller dans mon passé ce que j'avais déjà vu, parce qu'il me semblait déjà avoir vu des choses qui ressemblaient un petit peu. Notamment des choses déjà en une page. Alors en fait ça a commencé assez tôt cette histoire, notamment chez les Français,
puisque dès 2007, sur le forum, notamment le forum Casus No, qui est un forum issu de l'ancienne version de Casus Belli, il y avait déjà un concours de jeux de rôle en une page, et notamment des choses qu'on a retrouvées ensuite publiées dans Easy Mag RPG, qui était un truc publié en PDF à l'époque où personne ne lisait des PDF, c'est pour ça que ça n'existe plus. Et dès le numéro 1, il y avait une douzaine de gens d'une page, avec des titres aussi plaisants que La guerre du sel ou Langue de pute, voilà. Hein. Si vous ne connaissiez pas le jeu de rôle Langue de pute, il est là. Je vais vous les faire circuler. Ça, c'est des jeux qui ont quand même plus de 10 ans maintenant. Et du coup, les Français ont été assez tôt sur le sujet. Je vous les fais circuler, vous allez voir, il y a des idées assez marrantes encore. Je vous ai prévenu, hein, là, vous allez monter du jeu. Voilà 2007. 2008, toujours issu de Casus No. Un mec qui s'appelle Philippe Prover, un Brestois, un Breton donc, décide de se lancer dans un défi idiot, à savoir, je vais faire un jeu chaque semaine pendant 1 an. Voilà. C'est quand même pas le défi le plus malin du monde, il en a chié, mais il l'a fait. Il a fait 52, peut-être même 53, je me semble-t-il. Ces jeux sont toujours trouvables, il y a des choses cheloues dedans, vraiment il y a des trucs très très bizarres. Apocalypse sur scène, ça se joue quand même à Neuilly. Il y a des trucs vraiment bizarres, quoi. Mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder. Alors, les mises en page sont sommaires. On n'est pas du tout dans les mêmes choses que ce qu'on a maintenant. Au niveau des game design, c'est des choses qui sont un peu datées, mais bon, en fait, il s'est tellement creusé la tête qu'il y a des choses qui sont hautement improbables, très inventives. Ça vaut vraiment le coup de jeter un œil là-dessus. C'est des choses qui sont toujours disponibles en plus. Donc, voilà. Allez jeter un œil avant que ça ne disparaisse dans les limbes du web. Vous remarquerez que la mise en page que vous voyez là, c'est la mise en page du site, donc on voit bien qu'on était quand même encore en 2009. Hein. Et puis après, on a commencé à rentrer dans des trucs un peu plus jolis, à peu près à la même année. Alors, John Harper fait partie des 3-4 game designers anglo-saxons que j'aime beaucoup, et je vais vous en parler souvent, parce qu'en plus il fait des jeux bien. John Harper a sorti en 2009 Ghost Echo. Ghost Echo, c'est un jeu en une page, il triche un peu, c'est une page de perso. Attention, on commence à rentrer sur de gros signages quand même. Mais Ghost Echo a la particularité d'avoir une iconographie bien plus riche que la plupart des jeux en une page qu'on a pu voir jusqu'ici, et même depuis. Et puis surtout une écriture très très étrange à base de beaucoup de listes, mais finalement avec peu de texte. Enfin, je vais vous laisser regarder, hein. Mais voilà, on ne sait pas trop par où le prendre. Une fois qu'on l'a lu et qu'on se lance, en fait, ça roule assez tout seul. Je vous laisserai là-dessus aller écouter le podcast One Shot de la cellule qui est dédié. Dans la présentation, il y a plein de liens. Si vous devez les taper à la main, lettre par lettre, ça va être très très chiant. Mais je pourrais filer à qui me contacte la présentation, comme ça vous pouvez cliquer dessus. C'est quand même vraiment moins compliqué. On copiera les liens et on les mettra dans la description. Eh ben, merveilleux. Voilà, c'est top. Et donc voilà, je vais vous faire circuler aussi Ghost Echo, vous allez voir, c'est plutôt cool et c'est assez surprenant. Alors, il existe en français, je ne sais plus si c'est la version française ou anglaise que je vous ai mis là, c'est la version française. Voilà, il a été traduit en français, il est disponible gratuitement. C'est Grégory Pogor, je n'arrive jamais à prononcer son nom. Pogo, voilà, qui l'a traduit. Donc c'est disponible gratuitement. Il faut bien savoir que là, la plupart des jeux que je vais vous présenter, à quelques rares exemples, c'est des trucs gratuits. Ça fait partie des avantages du jeu en montage. Toujours en 2009, qu'est-ce qui s'en passe des choses cette année? Nicolas Dessau, un français encore, sort Searchers of the Unknown, en anglais, allez comprendre, mais qui pour le coup est une version qui sert beaucoup encore aujourd'hui et a une très très grande influence dans la sphère OSR, Old School Renaissance, à savoir reprendre les très très vieux jeux de rôle Donjons et Dragons et les refaire jouer, les remanipuler un petit peu, les alléger et les refaire jouer. Et donc lui il fait Searchers of the Unknown qui tient en une page évidemment et qui vraiment a eu et continue à avoir beaucoup d'influence chez les Français mais aussi chez les Anglo-Saxons. Voilà, bref, si vous voulez jouer à Donjon sans acheter Donjon globalement, bah, vous prenez ça et vous avez ce qu'il faut. Je caricature un peu. Toujours en une page, si vous voulez toujours jouer à Donjon, il faut savoir que les Américains, eux, pendant ce temps-là, ils se sont dit, nous, c'est les donjons qu'on va faire en une page, parce que bon, les règles, on s'en fout. Et donc, il y a tout un site, et carrément un concours de donjons en une page qui se fait aux États-Unis,
qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement, à savoir un plan et puis derrière une compilation de description de pièces, à savoir qu'il fait 3 mètres par 3 mètres et puis que les papiers sont irréguliers. Non, là les mecs, ils font un gros dessin, ils mettent des petites cases dessus et globalement ça leur suffit. On arrive à avoir des choses qui sont quand même assez intéressantes graphiquement et puis assez utilisables rapidement. Et vous remarquerez, enchaînement très efficace, que si vous prenez Searchers of the Unknown et un donjon en une page, vous avez votre soirée donjon. 2 pages. 2 pages, les règles et l'aventure. C'est quand même pas mal en termes d'efficacité. Eux, ils ont un concours annuel, ce qui permet de faire le tri entre des trucs pourris et des trucs vraiment bien, parce qu'il y a tout, évidemment. Ils sont nombreux, ils sont américains. Mais il y a des choses vraiment, vraiment bien. Enfin, celui que je vous ai mis là, graphiquement, c'est quand même surprenant. On ne s'attend pas à avoir un donjon comme ça, quoi. Puis c'est facile, l'approche graphique le rend très, très ergonomique. Voilà, je vous reparle encore un peu de John Harper, parce qu'on n'en a jamais assez, avec Leather Zones and Feelings, qui est donc un jeu pour jouer des aventures dans l'espace où en même temps on a des émois avec d'autres personnages. Une proposition simple, là pour le coup on est beaucoup plus proche de ce que peut proposer Grand Aurit au niveau de la structure, et j'y reviendrai plus tard. C'est très accessible en termes d'écriture, de compréhension du jeu. Et ça a le mérite d'être gratuit en anglais et en français. Voilà. Donc ça vaut le coup de s'y pencher. Moi personnellement je ne l'ai pas testé, mais tous les gens que je connais qui ont joué m'ont dit que c'était top. On va y arriver. Hein. Alors là j'ai mis une photo, j'ai dû faire une photo moi-même parce que j'ai pas trouvé trop de ressources. Là je vous présente un jeu, voilà, le jeu de base, et la gamme complète des 3 suppléments. On fait pas mieux en termes de taille. Donc ça c'est un jeu d'Peter Ravachol qui est aussi connu pour avoir fait Swords Without Master et qui là a fait Sous la lumière des étoiles, Vast and Starlit en anglais et une série de suppléments. Ça a été traduit en français. Alors ça c'est payant par contre, donc c'est pas très cher. Là, pour 5 € vous avez la gamme complète quand même. On est assez loin d'une souscription participative à des montants, bref. Voilà, je voulais faire passer aussi. Alors c'est écrit petit, il triche un peu quand même, il écrit vraiment très petit dessus, mais bon, vous avez un jeu complet qui tient sur une carte de visite, puisque là c'était le défi. Donc pour les gens qui viennent faire l'atelier ce soir, je ne vous pousserai pas jusque-là. On se contentera d'une page, mais en tout cas, si vous voulez faire, voilà, on peut faire un jeu complet sur une carte de visite. Évidemment, on est sur des propositions très spécifiques, mais c'est intéressant aussi. Ça fait un peu catalogue tout ça, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est intéressant de voir comment tous ces formats travaillent de façon différente, la même contrainte de taille en fait. Alors, essayez de les garder ensemble, ne me les perdez pas parce qu'ils sont un peu galères à récupérer. Je continue. Alors, vous allez me dire que c'est de l'autopromo, c'est pas le cas, mais moi aussi j'ai fait un jeu en une page. Par contre, j'ai un peu triché. Parce qu'elle est grande. Voilà, on peut jouer avec le format, on peut faire un jeu en une page qui est une très grande page. C'est de la triche très objectivement. C'était pas le but, moi je voulais un recto verso parce que du coup ça me permettait de travailler en dos, hop, avec un grand dessin, c'était rigolo. Mais en tout cas, on est aussi dans la même logique de se poser une contrainte de forme, de format et c'est quand même particulier à écrire en termes de réduction aussi sur la proposition pour que ça tienne et qu'on ne soit pas obligé d'écrire encore 6 parce que personne ne veut lire un jeu écrit encore 6. Voilà. Et puis donc depuis que j'ai commencé en gros depuis l'été dernier, il y a pas mal de gens qui ont tilté sur les jeux de Gant qui se sont mis à en faire. Ça s'accumule, il y en a de plus en plus. Si je voulais faire un peu le rigolo, je les lancé en l'air comme ça, mais je ne vais pas le faire, je veux juste vous les passer. Mais là, il y a des jeux, alors moi j'en ai bricolé 2-3. Julien Poire, que vous avez vu un peu plus tôt, en a fait quelques-uns. Comme Martin, qui anime Radio Rolliste de sa voix fluette, en a fait quelques-uns aussi. Nicolas Rombel aussi, un Nantais, qui a fait Gangs of Mutants of New York, un jeu où on joue des animaux mutants à New York, mais pas des tortues et pas des ninjas. Voilà, alors Gang of Mutants of New York, en plus, vous allez voir, c'est rigolo parce qu'au verso, vous avez le supplément. Voilà, comme ça tient en 2 pages et ça fonctionne bien avec des variantes d'animaux, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est des jeux qui tiennent en une page. Vous avez vu, il y a, à part 1 ou 2 qui sont payants, la plupart sont gratuits. C'est des choses qui sont quand même, et qui sont des propositions vraiment, vraiment variées et très différentes les unes des autres. Il existe
je vais vous en passer quelques-uns, des jeux qui sont pas en une page, on va aller assez vite là-dessus, mais qui sont quand même sur des formats qui restent dans le format court. Grosso modo, pour moi, le format court, c'est moins de 10 pages. Donc des choses qu'on peut avoir lu en un quart d'heure et qu'on va pouvoir jouer rapidement derrière. En 2007, le Grumpf a fait le DK de poche, il avait déjà sorti le DK System qui tenait donc sur un bouquin, il a décidé de faire quelque chose qui tient en 4 pages et qui permet de jouer quasiment la même chose, qui avait l'avantage d'être gratuit, qu'on pouvait imprimer et qu'on peut toujours imprimer sur du A5 en recto verso, et du coup ça tient quasiment sur une feuille, et qui est parfaitement autonome. On retrouve déjà des petits symptômes qu'on devine un petit peu ici du jeu en une page, à savoir que les règles servent en même temps de fiche de personnage. Ça, c'est un truc assez commun, je le reverrai plus tard. C'est un gain de place conséquent, et puis comme ça, en plus, tout le monde a tout sous les yeux. C'est quand même pratique. Les Norvégiens ne font pas que du GN. Il leur arrive aussi de faire du jeu de rôle. Et comme en GN, ils font des jeux de rôle pétés où tout le monde est triste à la fin. Et en l'occurrence, Magnus Jacobson a fait Until We Sink, qui a été traduit, mais qui est devenu introuvable depuis, qui a été traduit en français, qui s'appelle Jusqu'à ce que nous coulions. J'ai essayé de remettre la main dessus dans la version française, sincèrement, c'est l'enfer. Ça avait été traduit par Narrativiste Édition à l'époque, il faudrait leur demander gentiment peut-être. Le jeu fait 6 pages, dont 3 pages où c'est des cartes à jouer, à découper. Quand même vraiment encore dans une forme courte. Inspiré de Benoît Socal, notamment d'un épisode, me semble-t-il, de Canardo, où il y a une île qui s'enfonce, et là pareil, c'est des gens qui sont sur une île qui s'enfonce et qui vont s'entre-déchirer. C'est pas très joyeux, mais c'est intéressant ludiquement. Et puis ça se trouve encore bien en version anglaise. Comme il y a assez peu de pages en plus, ça se lit assez bien, même si on n'est pas hyper calé en anglais. Le plus gros jeu de cette sélection, c'est très plus de 10 pages, mais c'est un peu triché parce que dedans, il y a 5 pages de... Voilà, il y a 5 pages de pré-tiré. C'est Lady Blackbird, toujours de John Harper, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, c'est la 3e Lady Blackbird. À cette spécificité d'avoir des pré-tirés très très écrits, ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux que je vous ai montrés ici, mais c'est une approche aussi qui est intéressante, parce que là où la plupart des jeux font émerger l'histoire de goût d'univers, d'intention, d'une typologie de personnage un peu étrange au début, dans Lady Blackbird, on a une approche qui est quasiment une approche GNistique, à savoir qu'on a des personnages avec un background qui est déjà en place, qui est déjà entremêlé les uns avec les autres, et c'est vraiment ça qui fait émerger le plus gros de l'histoire, le plus gros du jeu. Ça fonctionne vraiment bien, c'est accessible, c'est rapide à prendre en main. Il y a même eu une espèce de compile de conseils qui avait été fait par des Français qui s'appelle Lady Blackbird pour les nuls. Si vous faites la recherche, vous le trouverez assez facilement. Ça a été traduit en français par les écuries d'Ogias, c'est gratos. C'est un beau matos et c'est pareil, c'est lu en un quart d'heure. C'est lu en un quart d'heure, c'est vite joué. Je termine enfin, me semble-t-il, par Cthulhu Dark, qui a été fait par Graham Walm, c'est imprononçable, il y a 2012, voilà, qui fait 4 pages. Donc nous en français on a droit à 2 versions, une version qui a été traduite par Toc, Objet Caché, donc qui fait toujours 4 pages, et puis par Grumpf qui n'a pas pu s'empêcher de rajouter des petits systèmes, des illustrations, des trucs, donc c'est monté à 7 pages. On reste dans quelque chose de raisonnable. Là, c'est pour jouer du Cthulhu. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Bon, c'est pas mon délire perso, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer du Cthulhu. Bah là, du coup, vous pouvez jouer à peu près n'importe quel scénario de Cthulhu avec un système qui est hyper allégé pour faire cette espèce d'horreur indicible. C'est des choses qui fonctionnent bien. À noter que ce monsieur, qui avait quand même fait un jeu qui était reconnu pour sa sobriété, sa simplicité, 4 pages, a sorti ce jeu-là en Kickstarter, donc depuis. Ça, c'était la première version. Et la version Kickstarter fait 300 pages. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très bizarre. Il y a des décors de campagne, des explications, Voilà. Mais c'est quand même troublant, effectivement, passer de 4 à 300 pages, c'est chaud. Enfin, un petit dernier, vous allez dire que c'est de la promo, c'en est, mais on s'en fout, il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger. J'ai bidouillé un jeu qui est un espèce de GN bizarre pour 2, où pour le coup on est sur 6 pages. En allant chercher des mécaniques qui viennent de jeux pour enfants, en l'occurrence Ewinion et Color Maillard. Je vous dis ça notamment pour les gens qui font l'atelier après, ça vous intéressera parce que ça montre où est-ce qu'on peut aller chercher des mécaniques de jeu aussi, un peu dans des endroits où en fait on les a tous, on les a pratiqués. 1, 2, 3 soleil, de la corde à sauter, des trucs comme ça, c'est des choses qui peuvent servir aussi pour faire du jeu et qui sont accessibles parce que du coup l'imprégnation des règles et des outils de jeu, les joueurs les ont déjà, ils en sont déjà familiers, donc derrière ça rentre bien quand il s'agit de raconter des histoires. Donc, voilà.
Vous en avez vu plein. Maintenant, on va parler un peu de comment c'est gaulé ces histoires. Alors, comment c'est gaulé, je vais y revenir après, mais déjà, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce que ça fait bien, qu'est-ce que ça fait pas bien. Pour les questions, moi ce que je propose, c'est qu'on n'attende pas tout à la fin. Donc, quand vous avez une question, voilà, par exemple. On a déjà une. Ceux qui écrivent à la main, Ouais. est-ce qu'ils trichent ou est-ce qu'ils écrivent d'une seule traite? Parce que, Je ne comprends pas cette question. ben, moi, quand je commence à écrire un scénario à la main, ce que Ouais. je fais très très souvent, Ouais. je corrige 20 000 fois. Oui. C'est-à-dire que non, ça va pas, ça va pas. Oui. Là, le format, il est parfait. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui écrivent, il y a zéro rature dessus, donc Ouais. est-ce qu'ils l'ont déjà écrit sur 20 000 feuilles et puis ils réécrivent au propre, mais à la main, puis ensuite ils le scannent, ou est-ce qu'ils le font vraiment d'un coup, et puis c'est posé, parce que ça peut arriver. Qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Moi, je pense qu'ils font un boulot monstre avant, puis après, ça donne une page A4. Évidemment. Ok. Évidemment. Alors, c'est peut-être un génie quelque part dans le monde existant qui dit « Oh, je vais créer un jeu, prends une page, tiens, ça fera une page, et puis il écrit tout, et à la fin, ça fait pile poil la bonne taille au bon endroit. » Mais je ne le connais pas. Ouais. Non, mais je me suis demandé s'il y avait peut-être Non, non. des concours comme ça où vraiment ils écrivent Non. une page. Et Non, puis non. On fait de la conception, j'y reviendrai, mais globalement, on écrit, on sabre, on teste, ça rentre toujours pas, il faut encore enlever des trucs. Ok. Et après, ok, ça rentre à peu près. Bon, maintenant, où est-ce que je place mes éléments? Mais non, il y a un travail de conception et de mise en page qui est pour le coup assez conséquent et qui n'est pas négligeable. Vous allez voir, à la fin, je vais vous montrer des jeux, je vais vous montrer comment les informations sont réparties dedans, c'est rigolo. Mais juste du coup, pourquoi le choix du format à la main, malgré tout? Parce que quand on fait tout en amont, c'est beaucoup plus simple de faire rentrer dans une page A4 à l'ordinateur. Il y a des gens qui aiment les défis stupides. Ah ok, d'accord. Ok. Je n'ai pas de meilleure réponse que ça. Ah, c'est mais pas un n'empêche choix que c'est un feeling Ouais. particulier Ok. quand même. Tu vois, Oui, tu le vois, clairement. tu sens un objet qui est très humain. C'est personnel. Sur les jeux de grande, ça se voit bien parce qu'ils jouent beaucoup avec du écrit plus gras, du écrit en capital à certains moments, quand il s'agit et vraiment ça se sent dans l'écriture, tu vois, il passe du caractère. C'est ça aussi qui rend les choses vivantes et que ces jeux-là sont particulièrement vivants par rapport à d'autres jeux qui ont été tapés à la machine. Et où, du coup, on n'a pas ce sentiment de c'est un mec qui est en train de m'écrire une lettre, quoi. Ok. Donc ça fait vraiment la différence. Alors, le format court. Je vous en parlais, donc pour moi, on est sur moins de 10 pages. C'est une définition arbitraire, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les histoires de format, c'est arbitraire partout. En cinéma, on a décidé arbitrairement qu'en dessous d'une heure, c'était un court métrage, et au-dessus d'une heure, c'était un long métrage. Et chez eux, ça fait des différences importantes, parce qu'en plus, ça change plein de trucs en termes de subvention, alors que chez nous, le format court, c'est le mec qui fait 11 pages, on s'en fout un peu, en fait, c'est pas dramatique, quoi. Mais à un moment, bah ouais, il est nécessaire de placer ces limites-là, si on veut un peu faire du tri. Pour moi, ça correspond à un temps de lecture qui est inférieur au quart d'heure. En littérature, une nouvelle, c'est moins de 40 000 signes, je ne sais pas pourquoi, mais ça a aussi des incidences chez eux. Bien évidemment, on peut tricher sur la taille de la page, vous l'avez vu, on peut tricher sur la taille de l'écriture, la taille des mots, enfin vraiment, il y a plein de choses qui sont faisables. Après, pour les gens qui veulent se prêter l'exercice, ça sert à rien d'écrire encore 2 pour mettre absolument le maximum du maximum du maximum de lettres. Parce que l'exercice intéressant, c'est justement de se confronter au fait qu'on a une place limitée, donc pousser des limites de machine pour démontrer le contraire, à moins que ça ait un sens en termes de conception dans le jeu. Typiquement, je vais faire un jeu d'enquête et il faudra regarder à la loupe le jeu. Là, c'est rigolo, mais sinon ça a peu d'intérêt. Donc je pense que là-dessus, faut pas non plus en faire des tonnes. Quelque chose qui tient, écrire à la main en une page, je pense que c'est une bonne référence. Alors, une page, une feuille, c'est toujours un peu compliqué cette histoire. La stratégie la plus commune à l'heure actuelle, c'est d'être vraiment dans un exercice de peu, à savoir de tenir sur une page A4, idéalement écrite à la main, et éventuellement au dos de la page, on peut avoir des aides de jeu. Des idées d'atelier pour lancer la partie, des tables supplémentaires pour des typologies de personnages, un hack, des variantes, c'est des choses que fait Grant par exemple pour les souscripteurs papier de ces jeux. Ils ont les jeux qu'il a sortis qui sont déjà en format numérique sur la page recto, sur la page verso. Il y a des jeux alternatifs, des variantes d'univers, des petits trucs en plus. Je trouve que c'est assez bien. Comme je disais, ce qu'il y a à travailler dessus fondamentalement, l'écriture à la main, c'est un exercice marrant, ça vaut le coup de s'y prêter, on le fait assez rarement en jeu finalement. C'est une approche de la mise en page un peu différente, et justement la mise en page, c'est un exercice tout à fait particulier. Je pourrais t'ajouter que non seulement on fait de l'écriture à la main, mais en plus on sort les ciseaux, on sort la colle, puis à un moment on teste, quoi. Et ça se voit sur les jeux de grande, vous en verrez plusieurs
où on voit les découpes, et en fait il a pris les différents éléments, et puis il place, et c'est du puzzle en réalité, au bout d'un moment. Moi j'aime bien les gens d'une page, je vous l'ai déjà dit, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Pour plein de raisons. En tant que game designer, c'est intéressant parce que c'est vraiment de l'entraînement, dans la mesure où on peut en faire plein, et puis c'est un exercice de style, quoi. Et l'exercice de style, la contrainte formelle, c'est une bonne source d'entraînement pour tester ses limites et pour les dépasser. Quand on a des idées de jeu, c'est aussi bien parce que ça permet de vraiment tester l'idée initiale sur quelque chose de très très court, de voir si ça marche, si ça marche pas, quitte à étoffer un peu plus tard. Et ça va vite à écrire. J'en ai écrit un mardi, voilà, ça m'a pris une demi-journée. J'ai fait la mise en page mercredi, ça m'a pris 2 heures de plus, et voilà, en 6 heures, j'avais un jeu qui était prêt à tester. C'est quand même autre chose que les types qui vous disent depuis 10 ans qu'ils ont un jeu de rôle en cours. Bon, c'est la 15e version, mais je pense que là, ça va pas tarder à sortir. Maintenant, là, on teste, on joue, on voit. Parce que globalement, moi, je suis assez persuadé, en tant que concepteur de jeu, qu'il faut tester le plus vite, le plus tôt possible, et de façon la plus élargie possible en termes de public, plus ou moins direct. Pour ce qui est des joueurs et de la pratique de façon générale, c'est des jeux rapides à lire. Quand même, ça prend sensiblement 5 minutes pour lire un jeu en une page. Ça veut dire que dans une convention, par exemple, vous ramenez avec vos jeux en une page, d'abord vous pouvez en ramener 5 en disant je ne sais pas lequel j'ai joué, et quand il y en a la moitié, je ne les ai jamais lus. Vous pouvez vous assurer que tous les joueurs autour de la table ont lu l'intégralité des règles du jeu. Qui peut faire ça avec un autre jeu? Ça va hyper vite, et puis ouais, on peut en découvrir plein. Aujourd'hui, il y a énormément de jeux qui sortent, je sais pas vous, moi je manque sérieusement de temps pour les lire, mais ceux-là je le trouve, ceux-là je le trouve facilement. Et je parlais de convention, c'est des jeux faciles à partager, la plupart sont gratuits sur internet, mais en plus, si vous allez en convention, comme vous venez aujourd'hui, et que vous animez une partie avec un jeu en une page, bah, tout le monde repart avec un jeu complet. C'est pas mal quand même comme facteur de découverte. Sam tout à l'heure parlait d'évangéliser. Moi je trouve que c'est intéressant de faire jouer des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et puis de leur dire à la fin de la partie, tu repars avec le jeu, tu veux le faire jouer chez toi, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. C'est un avantage vraiment pas négligeable, et ça dédramatise l'idée que je vais devoir me taper 3 bouquins de 250 pages avant de pouvoir animer ma première partie, quoi. Ça facilite quand même les choses. Et puis moi je trouve que ça fait des parties assez dynamiques. C'est-à-dire que comme on n'est pas étouffé par les règles de l'univers, ben on fonce directement dans l'action, dans la mise en œuvre des mécanismes du jeu, et généralement ça fait des choses qui ont pas mal de punch. Il se trouve que moi j'ai un goût personnel pour ça, donc je m'y retrouve assez bien. Si vous aimez les jeux un peu Fast and Furious, d'ailleurs Grant a fait une adaptation de Fast and Furious qui s'appelle The Rapid and the Righteous, en une page, et ben ça fait des jeux qui effectivement ont tendance un peu à aller vers ça. On fait pas tout bien avec des jeux en une page, il y a des trucs qui sont quand même super galères. Audrey on en parlait juste avant le début de cette conférence. Tu as testé Honey Heist, c'était bien pour faire une partie de 2 heures, mais on n'en ferait pas une campagne. Ben non, c'est parfait pour faire une campagne, effectivement. C'est des jeux qui s'épuisent assez vite en termes d'usage, parce que ils n'ont pas non plus une profondeur délirante, quoi. Faut pas se mentir. Pour faire une partie avec le même groupe, on fait une partie, éventuellement 2. Je pense qu'après on a fait un peu le tour avec des groupes de joueurs différents. Après on peut faire varier les choses, mais globalement c'est pas des jeux auxquels on joue 15 fois. Bon, en même temps le budget initial était assez réduit, donc c'est pas un investissement complètement perdu. Et puis c'est des jeux qui effectivement peuvent aussi très bien faire du remplacement au pied levé, au cas où quand on joue en club par exemple, on est obligé de faire un break campagne parce qu'il y a 2 joueurs habituels et importants dans une campagne qui sont absents pour telle ou telle soirée. On peut quand même jouer, c'est l'occasion de tester des trucs un peu différents, j'y reviendrai. De la même façon, proposer un univers fouillé, c'est compliqué, c'est sûr que là, on n'aura pas Eberron sur une page, c'est vraiment short. On peut avoir quelque chose qui ressemble, alors le feeling, on peut dire on va jouer genre juste des mécanos de locomotive dans Eberron, et c'est tout. Mais en tout cas, effectivement, on n'a pas des univers hyper étendus. Pareil pour les mécaniques, on va pas avoir 15 000 sous-systèmes, il n'y a pas la place, et puis c'est pas l'enjeu, mais on peut faire d'autres choses bien. L'iconographie riche, c'est compliqué, c'est-à-dire que Ghost Echo, c'est quand même pas trop mal graphiquement, quoi, mais on n'aura pas de couverture quadrille, ça c'est à peu près assuré.
Donc voilà, c'est des choix iconographiques en tout cas vraiment différents. Et enfin, gagner de l'argent. Et oui, il y a des gens pour qui ça peut être aussi une considération. C'est plus facile de gagner de l'argent en faisant des traductions de gros jeux américains qui ont déjà une vingtaine d'années que de gagner de l'argent en faisant des jeux en une page qui sont distribués gratuitement. Néanmoins, parce que je dis ça, mais néanmoins, Grant Howitt gagne environ 900 000 livres, je ne sais plus où j'en ai aujourd'hui, avec ses bêtises là. Parce que pour le coup, il a des gens qui le suivent via Patreon, qui sont inscrits, alors que les jeux sont accessibles gratuitement à nouveau. Hein. Et du coup, il rentre quand même un revenu qui, combiné avec les revenus qu'il a pour des plus gros projets à côté, mais qui sont plus ponctuels, lui permet de vivre aujourd'hui de sa production holistique. Notez bien que cet homme est anglophone, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont dans cette salle non plus, en tout cas pas de naissance, et que la taille du marché francophone n'est pas la même, il ne faut pas se leurrer. Et puis en plus, je pense que le marché, enfin la niche est prise, quoi, à moins de faire des choses comme Grant, mais ou vraiment différentes, mais qui tiennent aussi sur un format très court. En tout cas, venir copier ce que fait le mec, ce serait pas malin. Voilà, il n'y a pas de place pour le grand monde, mais il y a quand même des gens qui arrivent à gagner de l'argent. On ne gagne pas nécessairement. C'est pas nécessairement un enjeu non plus, parce qu'à nouveau, hein, on n'aura pas passé 10 ans à créer le jeu, donc on n'a pas beaucoup de risques derrière si ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un Français jusqu'ici qu'on a vendu un? Non, on les vend pas, on les donne. Ouais. Mais c'est un peu, tu vois, c'est Monsieur Thomas Brion qui a posé la question. C'est un peu particulier pour celui-ci, mais sinon non, on les donne. Voilà. Si vous venez à Orchidée sur le stand des courants alternatifs, ils donnent des gens d'une page. Voilà. C'est pas qu'ils valent rien, hein, mais ils sont très bien, mais on les donne parce que comme ça vous les découvrez, ça vous amuse. Ce qu'on peut bien faire avec des gens d'une page, maintenant que j'ai dit à quel point ça marchait pas, ce qu'on peut bien faire, on peut faire des jeux qui ont du caractère, on peut faire des jeux où on joue des ours criminels qui vont essayer de commettre un casse au festival du miel, quand même. On peut jouer des esprits de bâtiments dans un village du sud-ouest de l'Angleterre dans les années 60. On peut jouer une sorte de donjon avec des hommes pigeons, des hommes rats et des hommes ratons laveurs, des femmes ratons laveurs aussi, hein, bien évidemment. On peut vraiment jouer des trucs assez étranges et du coup, c'est des propositions qu'on n'a pas l'habitude de tester, donc c'est bien parce que ça donne l'occasion d'aller découvrir d'autres histoires, d'autres aventures. Des trucs potentiellement un peu débiles, on va pas se mentir. J'ai fait un jeu qui s'appelle Orchestra Infernale où on joue des chefs d'orchestre d'élite qui vont poursuivre des instruments sauvages en Italie. Voilà, mais si ça provoque cet effet-là aux gens à qui vous présentez le jeu, après ils ont envie de jouer. Et ça fait la diff. Là-dessus, je trouve que c'est marrant. On joue pour découvrir des nouveaux univers. Au niveau des règles, ça demande effectivement une approche de la gestion de partie qui est dans l'animation, et puis on a généralement une mécanique principale, mais on ne va pas être dans le détail, et ça peut apprendre un certain lâcher-prise aussi sur la partie gestion des règles, en disant je suis carré sur le truc qui est important, et sur le reste on discute et on s'organise. Et enfin, autant pour les joueurs que pour les concepteurs, c'est des bons jeux pour expérimenter et pour progresser, parce que quand on joue des trucs auxquels on n'a jamais joué avant, avec des mécaniques bizarres, où on n'est pas avec 8000 filets de sécurité comme un gros jeu qui vous raconte tout, on apprend, on découvre, on teste, et puis là on peut en tester plein, puisqu'il y en a plein de jeux différents. Là vous pourriez jouer pendant plusieurs mois, tous les jours, à un jeu différent, sans problème, quoi. Vraiment. Donc c'est l'occasion de tester plein de trucs différents. Moi, je pense qu'en termes d'apprentissage, après vous revenez à vos tables habituelles, vous revenez avec du bagage en plus, quoi. Et maintenant on va parler de comment ça se fabrique tout ça. Alors là je ne vais pas vous en faire fabriquer, c'est pour les gens qui font l'atelier après, donc il y aura des choses en plus, mais comment c'est gaulé, et en particulier sur les jeux de Grant Howitt. Pour le coup, là je vais me pencher plus sur les siens et sa méthode d'écriture à lui, parce qu'il y a quand même des trucs qui reviennent d'un jeu sur l'autre, en termes de fonctionnement. En premier lieu, de ce que j'ai pu en observer et en expérimenter moi-même, d'abord, il faut écrire, sans trop réfléchir, notamment parce que c'est comme ça que viennent des idées idiotes. Et c'est vrai que, globalement, un pitch fort, un concept initial costaud, c'est ce qui va faire accrocher votre jeu. Et
vous n'allez pas le diluer dans un nombre aussi important, donc il faut qu'il soit très costaud à la base. Donc vraiment, c'est les moments où le brainstorming il est vraiment structurant, et là pour le coup, quand on dit il n'y a pas de mauvaise idée, c'est typiquement l'endroit où il n'y a pas de mauvaise idée, et plus elle a l'air mauvaise, plus il faut foncer quoi. Donc là-dessus, faut vraiment pas se gêner. Vous verrez pour les gens qui font l'atelier après, mais on travaille avec des trucs du genre cadavre exquis et compagnie pour aller sortir des idées impromptues sur lesquelles on n'a pas encore réfléchi, mais on a déjà des choses écrites. Et puis ensuite, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, faut quand même pas mal réfléchir avant d'écrire. Et quand je dis réfléchir, c'est y compris réfléchir avec son poignet. Je ne sais pas si l'expression est très judicieuse. Mais en tout cas, faut bricoler, faut essayer de formaliser ce qu'on veut raconter, et puis il faut l'écrire, voir comment ça rentre, ce qui ne rentre pas, faire des ratures, faire des coupes dans le texte. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est la question que j'ai mis derrière, c'est de quoi on veut parler. C'est-à-dire qu'à nouveau, on n'a qu'une seule page, on a une seule proposition, un truc à raconter, donc il ne faut jamais l'oublier, il faut être sûr de ce qu'on veut raconter, il faut que tout dans le jeu pousse vers ça. Mécaniquement, en termes d'univers, il faut qu'on soit toujours dans la même idée. Dans Orchestra Infernale, le jeu dont je parlais, où on joue des chefs d'orchestre, le système de résolution c'est du D12. D12, parce que 12 demi-tons, parce que la gamme. Voilà, c'est que des trucs comme ça, on travaille que là-dessus tout le temps, et c'est plein de petites idées qui font que on peut être hyper concentré juste sur une proposition, et puis on fait du design. Donc effectivement, une fois qu'on a écrit toutes nos idées et qu'elles sont toutes super, il faut en enlever la moitié. Et fondamentalement, le design, selon moi, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est pas dire j'ai une super idée, je vais rajouter ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, c'est de dire ok, j'ai une super idée, qu'est-ce qui ne me sert pas là-dedans? Je vais virer tout ce qui ne sert pas, on regarde que ce qui sert. Ça se fait avec les tests. Donc vous faites des tests et vous faites du tri. Et pour ce qui est de la mise en page et du bricolage, on prend du papier, des ciseaux, de la colle, et puis on bidouille, on bricole, on teste. Et ça permet aussi de choisir les emplacements. À nouveau, comme je disais, on va regarder tout à l'heure quelques études de cas, vous allez voir un peu, c'est bricolé les trucs. Globalement, on a 4 grands éléments, je ne vais pas dire de bêtises, les persos, les mécaniques, l'univers et les scénars. Voilà, c'est les 4 grands éléments qu'on retrouve dans la plupart des jeux de Grant. Et comment ça marche ces histoires-là. Sur les personnages, je vous en ai parlé, on va choisir des typologies de personnages improbables. Parce que comme ça, les gens se disent « Ah, j'ai jamais joué ça, allons-y ». Si on leur dit « Je veux une bande d'aventuriers dans un donjon », ils risquent d'être un peu familiers du concept. Si vous dites « Ok, on va jouer une bande de paysans dans un donjon », déjà on commence à rentrer dans un truc intéressant. Ou alors on va jouer une bande d'aventuriers qui fait du woofing, et d'un seul coup, on a une proposition de jeu assez rare. Des personnages variés, parce que si tout le monde joue un clone du voisin, c'est pas très rigolo, donc il faut quand même des outils de création de personnages qui permettent d'avoir des personnages qui ne se ressemblent pas les uns aux autres. C'est ces interactions-là aussi qui vont provoquer du jeu. C'est des jeux où les interactions interjoueurs elles sont importantes, elles donnent beaucoup de nourriture. Donc vraiment les personnages variés, c'est là où vous allez tirer la moitié de votre univers concrètement. Et justement, sur la création de personnages, utiliser les idées des joueurs pour faire son scénar, genre un joueur qui parle du fait qu'il est fâché avec son frère, vous savez que vous n'allez pas faire une campagne complète, donc le frère, il faut l'utiliser dès le premier scénar, et même mieux, moi je l'ai testé sur plusieurs jeux, Grant le fait aussi, dire à propos que des éléments qui définissent un personnage soient définis par les autres joueurs, genre on a un joueur qui a fait son personnage et c'est les autres qui vont définir ce que c'est son pire défaut. Déjà, ça les amuse beaucoup, manifestement. Toutes les fois où j'ai pu tester à la table, ok, vous avez vu votre copain là, qu'est-ce que vous ne pouvez pas saquer à son sujet? Les gens s'amusent énormément à choisir. Et ça permet, nous, quand on joue un personnage en tant que joueur, d'avoir un personnage auquel on ne s'attendait pas initialement, parce qu'on nous a greffé dessus des choses qu'on n'avait pas prévues et qui lui donnaient une teinte différente. Et puis, ça apporte des idées. Et on réfléchit mieux à 5 ou 6 cerveaux qu'à 1. Pour ce qui est de l'univers, évidemment, on ne peut pas faire une encyclopédie, c'est pas possible. Donc évoquer, et notamment dans la création de personnages, si on utilise des tables aléatoires, avoir des petits bouts dans les tables aléatoires qui commencent à raconter des choses, donc des tables un petit peu colorées, je vais revenir après, des tables un petit peu colorées sur tout ce qui est création de personnages. Les petits dessins, ça peut aussi servir à donner des idées.
il y a vraiment plein de façons d'évoquer l'univers en le présentant comme si c'était une évidence, sans donner la définition de tous les mots qu'on utilise, mais en utilisant des expressions un peu imagées qui vont forcément donner des références aux joueurs. Sur les références, la pop culture, ça fonctionne toujours bien. À nouveau, hein, si je vous dis dans The Rapid and the Righteous, on joue des mecs qui conduisent des bagnoles, qui font des cascades, qui tirent au flingue, c'est un hommage à Vin Diesel. On sait tous très exactement de quoi ça parle comme série de films. C'est pas des films avec Mathieu Amalric. Donc utiliser les références, c'est pas mal parce que ça permet aux gens de s'emparer très très vite des jeux. Le risque, c'est de faire juste un autre Star Wars ou un autre Seigneur des Anneaux, et c'est un peu chiant. Donc, ce qui vaut le coup dans ces cas-là, c'est de détourner les références. Quand je vous dis on va jouer un groupe d'aventuriers qui fait du woofing, ben voilà, on a la référence, on sait qu'on est dans du donjon, mais on va leur faire raconter autre chose avec. Ça devient un petit peu différent pour pas toujours retomber dans les mêmes trucs. Trashskin, c'est vraiment la même idée. Vous allez jouer des aventuriers, sauf que les aventuriers, ils vivent dans les tas de détritus et c'est des espèces de bestioles, quoi. Et leurs objets magiques, c'est le ressort brouillé du matelas de la sorcière et des trucs du même acabit. Donc on sort un peu, on va chercher un peu sur le bord du cadre. On peut même aller chercher sur des références plus culturelles, que ce soit dans la littérature classique ou dans la peinture ou autre, et mélanger des références pop culture avec des références de culture légitime. C'est des trucs marrants aussi pour produire des effets d'impromptu. Toujours pas de questions? Les mécaniques de résolution, j'en ai parlé. Globalement, il faut que ce soit court, il faut que ce soit efficace. Donc une idée centrale dans Oni Heist, le jeu où on joue des ours criminels, les personnages ont deux caractéristiques, ours et criminel. Voilà. Avec ours, ils pètent des trucs, et avec criminel, ils volent des trucs. Et ça suffit. Voilà. Et puis tu as une mécanique de vase communicant. En gros, plus il est criminel, plus il risque d'être complètement criminel et de trahir ses potes. Plus il est ours, plus il risque de devenir complètement ours et de tout péter et de se barrer dans la nature. Donc voilà, et ça ne tourne que là-dessus, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de point de vie, on s'en fout. C'est des choses qui fonctionnent vraiment bien, il ne faut pas se compliquer la vie avec à nouveau une table universelle de résolution qui prend la moitié de la page. Ça peut être un plaisir, hein, mais en l'occurrence, vous allez manquer d'espace pour le reste. Moi, je recommande vraiment une idée centrale. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer de l'existant, donc aller chercher des mécaniques déjà existantes, peut-être en rajoutant un petit truc, en changeant une petite chose dedans qui va correspondre à ce que vous voulez raconter, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau tiède à chaque fois qu'on fait un jeu, c'est aussi bien de regarder ce que les autres ont fait avant. On peut partir du matériel, quand je vous parlais de jeux où on va chercher des choses avec des vieux jeux type Ni oui ni non, ce genre de truc, c'est tout à fait possible. Là, avec Claude, on a bidouillé un jeu qui est inspiré de 1, 2, 3 Soleil, voilà, pour raconter l'histoire de cambriolage. Voilà. Et globalement, ça peut fonctionner, donc on peut vraiment aller chercher là-dessus. On peut se dire, tiens, j'ai envie de faire un jeu avec des pions plutôt que faire un jeu avec des dés pour changer, ou un jeu avec une réglette ou quelque chose inconsommable avec une bougie au milieu de la table et il y a un enjeu de temps, ce genre de truc. C'est intéressant toujours d'aller chercher des petites contraintes comme ça. C'est créatif, les contraintes. Il y a des idées qui émergent du fait de se donner un cadre. Là-dessus, c'est des choses qui marchent bien. Et sur la mécanique, je le redirai plein de fois, unifier la mécanique, essayer d'avoir la même mécanique qui vous permet de tout faire, en tout cas de faire toutes les choses importantes de votre jeu, mais pas 15 000 sous-systèmes, parce que à nouveau vous n'avez pas la place en fait. Donc ça c'est pour des gros jeux, avec des gens qui cherchent de la technique, de la tactique, c'est intéressant, vraiment, mais c'est juste là c'est pas le support adapté du tout. Faut vraiment aller, c'est des jeux qui sont faits pour aller droit au but en termes de fonctionnement. Et enfin des scénarios, voilà. Quatrième morceau, vous avez dit, les personnages, l'univers, les mécaniques, les scénarios, et avec ça on a un jeu quand même pas mal complet. Les scénarios, alors globalement, les scénarios c'est quand même un peu compliqué. Un scénario ça prend de la place, souvent, mais on peut tricher. On peut tricher d'abord en regardant ce qui est important pour faire une aventure, ou improviser une aventure. Un bon point de départ, un truc assez fort en point de départ, un retournement de situation, les idées des PJ, notamment quand ils ont fait leur création de perso, et puis les idées des joueurs pendant la partie, genre « Ah, je suis sûr que c'est ça !»
J'y avais pas pensé, mais ça tombe bien dans le dit. Ça, c'est des choses qui marchent très très bien, donc il faut vraiment, enfin, c'est des jeux qui sont bien faits pour improviser. Il faut se donner un cadre initial qui fonctionne bien. Vous verrez, la plupart des jeux, on va y revenir après, ont des tables aléatoires en fait, tout simplement, des tables aléatoires qui sont plutôt bien écrites, plutôt rigolotes, qui donnent de l'univers. Parce que si on dit le méchant de l'histoire, c'est machin, 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 on a fait une petite table qui prend 6 entrées, mais déjà on a 6 grands méchants potentiels et en fonction des grands méchants qui sont proposés dessus, même si on ne les tire pas tous, pour un scénario, en tout cas, ça donne une teinte, quoi. On sait déjà s'il y a des nazis ou pas dans les potentiels méchants, ce genre de choses. On peut vraiment, pareil pour des lieux, c'est des choses qui fonctionnent bien. Donc généralement, ce qu'on retrouve, c'est 2 ou 3 tables aléatoires pour démarrer la partie, genre un lieu de départ, une mission, ce genre de truc, et 1 ou 2 tables aléatoires avec un retournement de situation. Est-ce que les personnages ne savent pas, c'est que ça, c'est des trucs qui fonctionnent bien et qu'on retrouve dans pas mal de ces jeux. D'ailleurs, regardons 3 jeux de Grand Tour 8 et je crois que ce sera tout après. Toujours pas de questions? Dans les attendus, outre la pop culture et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a globalement l'attendu du jeu de rôle traditionnel avec un MJ et des joueurs et les gens savent comment on joue à ça. Est-ce que c'est l'immense majorité ou au contraire des gens qui partent vraiment et qui cassent tout et qui font des espèces de trucs GN On casse facilement des trucs. Grant a fait Giant Goddamn Robots, qui est un jeu de plateau, de bataille de robots géants où on lance des trucs sur des robots géants dessinés, avec des monstres géants dessinés. On n'est même plus vraiment dans du jeu de rôle. T'as des jeux avec meneur, t'as des jeux sans meneur. Lui, il vient d'un bagage assez classique, mais même en venant de ce bagage assez classique, il y a pas mal de détournements assez vite. Alors les Français qui viennent des franges radicalisées du jeu de rôle sans meneur, où on joue avec des boîtes d'eau, t'imagines bien qu'ils font n'importe quoi, à commencer par comme Martin, que je dénonce. On peut vraiment faire pas mal de trucs. C'est vrai que là, ce qu'on regarde, c'est les jeux de Grant et pour le coup, on est dans une approche un peu jeu d'aventure, assez facilement accessible, finalement qui correspond bien à plein de points de vue, à la définition du jeu de rôle un peu rapide qu'on a tendance à donner quand on rentre pas dans les détails techniques de discussion de théoriciens. Donc pour les gens, c'est du jeu de rôle. Ils n'ont pas besoin de se poser la question est-ce qu'on va chercher dans les coins, et en même temps, c'est rapidement accessible. La limite, c'est vrai que je n'ai pas donné en termes de pratique. C'est des jeux qui, je pense, ne sont pas très adaptés pour un meneur ou une meneuse qui n'est pas très aguerri, voire qui n'a jamais joué. Donc je pense que c'est des jeux qui sont bien pour faire découvrir à des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle en tant que joueur. Moi, j'ai eu des joueurs qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, qui ont joué à le premier que j'avais fait en anglais, The Red Panda Intelligence Division's Revenge, où on joue des pandas rouges ninja de l'espace. Oui, on fait n'importe quoi. Et elle avait jamais fait de jeu de rôle, elle est rentrée à une table où il y avait des gens significativement plus aguerris. C'est passé sans problème, quoi. Sans problème du tout. Et je l'avais déjà eu sur le jeu. Enfin, c'est des choses qui fonctionnent bien de ce point de vue-là. Je pense qu'en tant que meneur, ça demande d'être un peu plus rodé. Néanmoins, quelqu'un qui a joué une partie d'un jeu comme ça, qui repart avec le jeu, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise pour refaire jouer exactement le même jeu, parce que pour le coup, il a déjà joué dans ce jeu-là, il s'en sortira bien avec, puis il l'aura sous la main, c'est plus pratique. Oui, c'est juste au niveau de la cohérence. Quoi? Ouais, je me demandais au niveau de la cohérence de l'univers en tant que tel, est-ce que par rapport à ta propre expérience, est-ce que c'est plus cohérent ou moins cohérent que... Parce qu'on voit les gros jeux de rôle, c'est souvent l'univers, il est hyper cohérent, c'est très... on arrive à trouver des explications. La cohérence, c'est pas un gros enjeu. Parce que l'univers n'est pas préécrit, c'est-à-dire qu'une bonne partie des choses qui vont constituer l'univers se créent à la table avec les joueurs pendant la partie. Donc c'est relativement cohérent suivant le degré d'alcoolémie des joueurs, l'heure de la partie et l'intention initiale du jeu, parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment incohérents par nature. Enfin, moi, ce que j'écris, je te garantis que c'est n'importe quoi. Mais dans le cadre d'une partie, tu sais que tu vas pas jouer une campagne, donc les enjeux sont moins forts. Il faut que la cohérence, elle tienne sur une aventure. Sur une aventure, une cohérence, ça se tient. C'est des parties en plus comme c'est assez punchy, que tu vas jouer en 3-4 heures, grand max, donc la cohérence, elle se tient bien là-dessus. Si tu veux jouer une campagne, je pense que tu trouverais vite les trous.
pas se mentir, mais c'est vraiment Bon, pas après, ça conçu pour- n'empêche de, si on veut partir dans... Généralement, c'est des jeux qui n'ont pas de système d'expérience, par exemple. Hein, tu vois, parce que c'est Ouais. parce qu'on s'en fout. En fait. Ouais, Ça n'a pas de sens. Après, je dis, rien n'empêche d'utiliser ces jeux de rôle d'une page comme une étincelle pour Tout à après fait. faire une campagne où Ouais. nous-mêmes on remplit les trous. Bah oui, mais après voilà, la cohérence, tu la crées sur ta table, tu construis les choses et tu combles. Et puis s'il y a des trucs qui sont pas cohérents, ben, on rebouche après, c'est pas dramatique non plus. Tu vois. Non, C'est juste du jeu. Tu me dis comme ça. Les études de cas, je vous en montre 3, j'ai mis des couleurs. Je vais mettre des couleurs. Donc, The Witch is Dead. Il y a un code couleur. En rouge, c'est les illustrations, en blanc, c'est le titre. En vert, c'est l'univers. En marron, c'est la création de perso. Et les mécaniques, voilà, les mécaniques elles sont là, en bleu là, et en violet en haut, c'est les scénars. Là en plus il y a une fiche de personnage, vous verrez que c'est pas toujours le cas, mais avec les 3 que j'ai mis, vous allez voir, on arrive à voir à peu près tout ce qu'on retrouve à chaque fois. Donc dans celui-ci, on a quand même une bonne grosse création de perso qui prend pas mal de place, surtout si on rajoute la fiche à côté, c'est quand même la moitié de la page, c'est assez conséquent, surtout quand on voit les mécaniques de jeu à côté qui sont là, qui prennent pas trop de place. Et puis 3 tables aléatoires, celles-ci sont en 10 entrées, il en fait plein en 6 entrées habituellement. Là en 10 du coup ça prend un peu plus de place, mais avec ça on fait pas mal de scénarios mine de rien. Hein. Et donc voilà, ça c'est le jeu où on joue des gentils animaux de la forêt qui ont décidé d'aller défoncer le chasseur de forêt. Quand je vous parlais d'écriture assez comment dire, punchy, vous voyez, on a le Witch Hunter broke into our cottage and dragged her out and fucking murdered her. On voit bien que le fucking est déjà tout en capital par rapport au reste avant. Le murdered est encore plus gros, souligné en rouge, et le her en dessous un peu plus petit. Mais là, tout de suite, on l'entend quasiment parler quand on le lit. Et ça donne du punch d'écriture. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui fonctionnent très très bien dans l'écriture faite à la main. Donc voilà pour ce premier jeu. Le deuxième, alors là vous voyez la création de personnage elle est quand même beaucoup plus restreinte. Donc The Rapid and the Righteous, l'adaptation non officielle en jeu de rôle de Fast and Furious, qui a été traduit en français. Ça s'appelle Un brin de vitesse dans un monde de brut, c'est mignon. Ça a été traduit par Nicolas Ronvel, Gulix, vous trouvez ça sur son blog. Voilà. Alors il ne l'a pas réécrit à la main, c'est un peu dommage, mais bon c'est. Donc là, on a beaucoup de mécaniques ici, là, parce qu'il y a tout un système d'accélération, en gros, où en gros, plus on réussit, plus on a des bonus pour réussir encore plus et accélérer et produire l'effet d'accélération qu'on a dans le jeu. C'est un jeu où les personnages peuvent conduire, se battre et hacker des trucs. On a donc 3 caractéristiques, conduire, se battre et hacker des trucs. Et c'est tout. C'est avec ça qu'on définit le personnage. Ça, et puis globalement, sa gueule, donc sa personnalité et son rôle. 2 tirages aléatoires, ça marche aussi pour les créations de personnages et tirages aléatoires, comme ça les joueurs ont des personnages auxquels ils ne s'attendaient pas. Et ça fonctionne bien. Là pour le coup, il a été plus léger sur le générateur de scénario, puisque c'est vraiment juste des petites tables pour avoir des grands méchants. Mais il a tout un truc de conseil de jeu ici pour dire comment faire des scénarios en s'inspirant de la structure scénaristique des films de la série de la franchise Fast and Furious. Le premier conseil étant, regardez les films, ce qui n'est pas complètement incohérent du coup. Mais voilà, on a un peu de conseils. Et puis en haut, voilà, on a peut-être le petit nécessaire matériel qui est indiqué, sur lequel quand même on recommande d'avoir un pack de Corona, ce qui est quand même assez rare dans le matériel de jeu de rôle. Ça mérite d'être noté. Et enfin, et pour terminer, mon petit chouchou, Genius Loki, donc, où on joue les esprits de bâtiments dans un village du sud-est de l'Angleterre dans les années 60, où, comme une de mes joueuses l'a décrit, la rencontre improbable entre American Gods et Inspecteur Barnaby. Là, on a pas mal de mécaniques aussi, puisqu'on l'a ici, sachant qu'ici, en plus, c'est tous les points de vie des personnages, donc c'est des choses cochables et utilisables. On retrouve une fiche de perso, ce qu'on avait vu sur l'autre. Le générateur d'aventure est réduit à sa simple portion, à savoir 6 pitchs d'aventure. Là, il a directement écrit les pitchs en lançant des 6 et on voit lequel on prend. Moi, quand j'avais joué la première fois, j'avais eu et là, une ferme industrielle avec un dieu fou, des poulets emprisonnés à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'était l'adversaire, la menace dont devait se défaire
les esprits de la ville, et puis surtout toute la création de personnages, où là on a énormément de tables aléatoires, donc des personnages pétés, c'est n'importe quoi. Mais avec pas mal de choses, on peut facilement faire des PNJ. Il y a là, ici, là, c'est pour faire des PNJ. Et ça marche bien. Il y a eu un hack, il a fait lui-même un hack de cette version, qui est donc la Mall Edition, où là on joue les esprits des magasins dans un mall aux États-Unis. Ça marche pas mal non plus. C'est une ambiance, c'est un feeling un peu différent. Et là, vous voyez que le contexte univers, c'est la phrase en haut. Voilà. Juste ça. Et en fait, avec tous les éléments qu'il y a dans les tables aléatoires à droite à gauche, tout ce qu'il y a là, on a énormément de choses en termes de nourriture pour se figurer l'univers. Et puis après, on donne des petits conseils du genre, faites une carte de votre village, ce qui met les joueurs dans la disposition tout de suite de connaître les lieux. Comme on joue les esprits du village, on a envie de placer, et puis on voit que potentiellement il peut y avoir l'esprit, je sais pas moi, du War Memorial, du War Memorial, du monument aux morts, ce genre de choses. Donc on va rajouter le monument aux morts, on met le petit cimetière, et on construit vraiment un petit village quand on fait la carte. Donc on retrouve vraiment ce feeling Inspecteur Barnaby, qui est quand même rare. Voilà, c'est un peu abrupt comme fin, mais c'est la fin. Néanmoins, en tout cas la fin pour ceux qui font pas l'atelier. Pour ceux qui font l'atelier, il y aura des trucs un petit peu en plus après, avec des exercices de conception. Avec ça, j'espère que vous avez pu faire le tour un peu de pas mal de gens d'une page, voir pourquoi on pourrait trouver ça intéressant, que ce soit sur la fabrication ou sur la pratique, voir comment c'est évolué. Maintenant, tout ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder les jeux. Il y a des liens dans tous les sens là-dedans, il faut en profiter. C'est quand même énormément de jeux gratuits. Aujourd'hui, des ressources de jeux gratuits, rapides à consulter, rapides à jouer, qu'on peut sortir des beautés, y compris avec des gens qui ne font pas de jeu de rôle dans notre entourage, qui sont juste venus prendre l'apéro, les gros naïfs. C'est des choses un peu rares, donc faut en profiter, je pense. C'est des choses intéressantes à lire, à jouer, et puis à faire aussi. Moi, c'est pour ça qu'on fait l'atelier après, hein, c'est parce que quand on ne s'est jamais lancé dans le fait de faire un jeu, là ça va, ça ne prend pas trop de temps, en 3 heures, normalement on aura des choses un peu abouties. Donc c'est vraiment un exercice que je recommande. Si vous voulez aller voir un peu ce que je fais, déjà vous m'envoyez un mail si vous avez des questions, évidemment. Si vous voulez voir ce que je fais, il y a des trucs sur Lulu. Ce site-là devrait, d'ici quelques temps, regrouper pas mal de jeux en une page et de formats courts de façon générale. Il n'est pas encore prêt. Mais on travaille dessus, en tout cas, parce qu'il y a plein de gens qui bossent. Le souci des gens d'une page, c'est qu'en termes de promo et de présentation, c'est toujours un peu léger. On n'a pas des jolies couvertures à mettre. Donc on va essayer de regrouper tout ça pour vous faciliter la vie en termes de recherche. J'espère que ça vous a intéressé. Je prends encore les questions. Moi j'en ai une du coup. Je t'écoute. Tu nous as parlé de tout plein de jeux. C'est vrai. Si on veut se lancer là-dedans, un top 3. Un top 3 Un top 3. Ouais. Alors, francophone ou on s'en fout On s'en fout. On s'en fout. Juste pour ceux qui Un auraient top commencé. 3. Ah la vache ils sont passés par... donc Genius Loki, moi j'adore Genius Loki. Voilà, il me plaît énormément ce jeu. Je ne saurais dire pourquoi. Allez, on va essayer de taper dans des trucs un peu variés. Ghost Echo, c'est trop cool. Ghost Echo, c'est vraiment bien foutu. Et ça va être très égotique, mais j'en mettrai un moi. Parce que j'en suis vraiment très content. C'est l'Orchestra Infernale, parce qu'on joue trop rarement des chefs d'orchestre. Et quand même, avoir l'occasion d'affronter un piano à queue dans les plaines du Pau, c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Merci. Voilà. Et il est gratuit, je gagne pas d'argent, donc je m'en fous de faire de la pub. À quoi d'autre tu conseilles aux gens de jouer pour réussir à me jeter avec succès des jeux en une page? À quoi d'autre je conseille de jouer? J'ai pas compris la question. Parce que je me suis rendu compte que pour réussir à faire juste Honey Ice par exemple, Ouais. j'ai dû tirer tellement quand je joue à des jeux propulsés par Apocalypse pour combler toutes les lacunes. Pour avoir plein d'idées de trucs à... Enfin, j'ai l'impression que c'est des jeux, tu l'as dit toi-même, c'est pas pour des jeux qui n'ont pas d'habitude, qui n'ont pas l'habitude de trucs. Oui. Donc tu les conseilles plutôt d'aller faire une partie de Donjons et Dragons avant de me jeter Honey Ice ou autre chose?
Oui, autre chose. Rollmaster. Autre chose. Rollmaster, Nephilim. J'ai l'impression Oui, quand oui, même que le Rollmaster, toujours, évidemment. À part ça, qu'est-ce que je recommanderais? Je vais recommander Psyrun, parce que c'est vraiment très très bien et que c'est un jeu qui repose aussi pas mal sur l'improvisation, mais de façon très intelligente avec l'utilisation des questions des joueurs et des choses qui émergent du côté des joueurs. Et donc, si tu joues à Psyrun, dans Psyrun, tu as les outils qui te permettent après de... Je pense que ça te construit des outils mentaux. Ok. De la même façon, Fiasco de Jason Star, parce que tout le monde devrait jouer à Fiasco. Hop là, je n'ai rien cassé. Tout le monde devrait jouer à Fiasco, c'est un super jeu. Et là, pour le coup, c'est des jeux sans meneur, avec beaucoup d'impro, mais c'est un jeu où on joue des losers. C'est un jeu pour jouer des histoires écrites par les frères Cohen. Et vraiment, je trouve qu'on apprend pas mal de lâcher prise en termes de récit et d'apport mutuel et de qu'est-ce qu'on peut faire avec des règles qui sont faméliques, parce que celle de Fiasco, mais il y a très peu de choses. Fiasco, j'ai dit Psyrun, et après dans les formats courts, Lady Blackbird. Lady Blackbird qui est un format court, je pense que ça se mène bien, d'autant plus qu'il y a les conseils qui vont avec le Lady Blackbird pour les nuls. Et pareil, là je pense qu'on apprend aussi pas mal à créer de l'univers à partir de très peu de choses, à travers de 2-3 points dodo qui sont fixés, une planète par-ci, un nom de personnage par-là, un nom de PNJ, et avec ça, on peut vraiment faire de l'aventure qui vient des personnages. Voilà. Il y en a au moins un des trois dans ceux que j'ai conseillé qui est gratuit, et Psyrun est... Pas très cher, ouais. Psyrun existe en français, il n'est pas très cher, Fiasco existe en français, il n'est pas très cher. Accessoirement pour Fiasco, et ça peut servir aussi le supplément de Fiasco qui s'appelle, je ne sais plus, il y a un supplément, et il est aussi en français. Et pareil, il y a plein d'idées pour jouer à Fiasco, je pense qu'elles sont très très bien phagocytables à lire. Non, c'est bon? Oui? Je ne sais pas. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée!